doit mettre sur le pied un État. Dans un État de droit, il y a une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises. Salut et bienvenue sur Reclebo Original. Merci de votre fidélité. 5 minutes avec César Ngadi. Tout le monde est d'accord et il en restera ainsi pendant très longtemps. 5 minutes, Nabiso Ezali, édition spéciale Oyo Tokolak Sabino, briefing Oyo ministre, il y a justice, garde des Sceaux, on a Sabino, Azal, l'un y a ministre Tozali Kolandela, parce que Azali Kosala, Moussala Malamu. Donc depuis à Koti Makamba Azali Kosala, Soga Lobby Azali Kosalango. Mais les Kamuka Ramuke, Oyo Salagi Biso passe na motema, Ezali sorti Oyo. Il y a ex-ministre en finance Nicolas Kazadi Abimaki, mais na minute toujours Banabino Azongi Akimakite et puis na kata briefing pour Boromona que vraiment ils ont système moko il y a redevabilité tout sepila kana système yo donc ministre et la communication à Tia Patrick Mouyaya c'est la raison pour laquelle Bazongi seka na poste na ezali penza et sika tozali komona que ba ministre oyo ayebi koloba oyo aye vraiment ko yebisa masolo oyo azali na ngomé tozali ko la ministre il y a handicapé maman na biso Irene aleka awa a expliquer biso makamba ko sala pona handicapé na oya sali to yeba musala oyo azali ko sala parce que oyo ba ko juger bango na gouvernement oyo na compétence du président de la République alobaki na séminaire gouvernemental et salamaki donc le lot to ko la Sabino Botala ministre de la justice garde des Sceaux Excellence Constant Moutamba ndenge azo développer ma solo boyebi makamba l'église a changer makamba l'église bomoni azo yamba batunyo surtout ayeba makamni nezana justice akena ba prison nyo surtout donc il faut ba désengorger ba prison à kotisi makambo ezala kitala so donc tampon caché ati moko na ba ministère nyo surtout na administration nyo surtout donc azo landela ma solo penza ya kosakana te puis na kati bokomona ke donc na briefing les kaka na système à redevabilité ba questions à la filtrer ba rezo combo ya mutu oyo a poser question bien sûr mais question na yo ba ko lobate ko loba ote ya ono bomona rapenza ba question e bi magaza jeté bo yo kapé na kati ya émission oyo ba tunier situation na dossier oyo il y a Nicolas Kazadi à répondre qui na question na qui toko et puis à répondre na ba question nyoso tout sans en esquiver aucune donc to tiki bino moko bolanda oyo ministre ya justice garde des Sceaux Constant Moutamba o toujours féliciter na musala azali ko sala na exposé na e asala ki na briefing oyo elekaki dernièrement na ba réponse nyoso to apesa donc merci. Restez connectés sur Reclebo Original pour la suite de nos programmes. Mesdames et messieurs de la presse, bonsoir. Très heureux de vous retrouver de nouveau dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui commence un peu plus tard que prévu. Merci de votre patience. Vous savez que depuis dimanche dernier, nous sommes en séminaire du gouvernement qui a été clôturé tout à l'heure. Vous avez sûrement eu l'occasion de suivre les mots du président de la République prononcés à l'ouverture de ce séminaire, mais aussi c'est lui qui a été lu tout à l'heure par la Première ministre. Durant 3 jours, nous avons été ensemble pour discuter des principaux sujets qui concernent la mise en œuvre du programme d'action du gouvernement. Vous avez suivi le président de la République parler des effets tangibles ou des actions que nos populations attendent, des réponses. Et nous avons pris 3 jours, et d'ailleurs on n'a pas terminé parce qu'il y a toujours des sujets qui restent en suspens, qui feront l'objet de réunions particulières avec, autour de la Première ministre pour nous assurer que nous avons bien calibré notre action parce que nous sommes
tel que la Première ministre elle a dit, le gouvernement de la différence et le gouvernement du changement. Alors on disait gouvernement de warriors, je pense que la Première ministre a donné une indication sur comment notre gouvernement doit être perçu parce que nous sommes engagés à le faire et nous avons signé un acte d'engagement à la clôture de 10 travaux, sûrement que beaucoup d'entre vous ont couvert ces activités. Et donc ce soir, nous allons faire un focus sur un pilier essentiel pour le développement et la reconstruction de notre pays, la République démocratique du Congo, la justice. Le président de la République en parle plusieurs fois, régulièrement. Nous savons tous quels sont les défis qu'il faut relever dans ces secteurs parce que nous tous, nous avons sûrement des Bibles où nous lisons que la justice élève une nation. Et ce soir, donc, nous avons le privilège de recevoir Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, honorable Constant Mutamba. Vous n'êtes pas présenté, mais ce soir, c'est votre première participation à cet exercice. Donc, 36 ans, député national de l'opposition, je précise, et même au gouvernement, vous êtes pour le compte de l'opposition, avocat, candidat président de la République. Avant qu'on aille d'ailleurs dans les vifs du sujet, comment avez-vous accueilli votre désignation à ces prestigieux postes de garde de Sceaux du gouvernement de la République démocratique du Congo? Mais avec beaucoup de modestie pour avoir une petite expérience sur la question de la gestion de la chose publique. Mais avant d'aborder cette émission, je voudrais m'acquitter d'un agréable devoir, celui de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République, chef de l'État, pour son choix, le choix porté sur ma modeste personne pour le compte de l'opposition politique, lequel choix a été aussi accepté par son Excellence Madame la Première ministre, pour assumer ces lourdes charges de ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux. Et donc le jour où il m'a été annoncé que j'étais nommé ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, j'ai accueilli cette nouvelle avec beaucoup d'humilité, beaucoup de modestie. Voilà, monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, il y a beaucoup de sujets que vous abordez dans le cadre de vos responsabilités en tant que ministre de la Justice. Nous n'aurons sûrement pas le temps de tout épuiser, mais comme des traditions au cours de cet exercice des redevabilités, qu'est-ce que vous pouvez nous dire en liminaire de votre vision, évidemment, ou de comment vous comptez mettre en œuvre la vision du président de la République dans le cadre de votre secteur? Vous savez, le chef de l'État, lorsqu'il nous a nommés, il nous a assigné un certain nombre de missions claires. C'était de faire l'état des lieux du secteur de la justice qualifié de malade. Et ensuite, proposer une grille d'action qui pourront évidemment répondre aux attentes non seulement du chef de l'État, mais aussi et surtout de notre population. Ça veut dire que nous avons été à la recherche de la thérapie, du produit, médicaments qui pourront éventuellement aider à guérir cette justice qualifiée de malade. Et pour ça, nous avons identifié un certain nombre de priorités. Ça veut dire qu'il faudrait réformer. Le chef nous a donc assigné la mission d'être le ministre de la Justice réformateur. Réforme sur un certain nombre de questions, notamment les climats des affaires. Il faut impérativement redonner confiance aux Congolaises et aux Congolais, redonner confiance aux opérateurs économiques, redonner confiance aux étrangers qui choisissent la RDC comme seconde patrie. Et pour ça, il faut rapidement travailler sur la sécurité juridique et judiciaire. Cela nécessite des réformes. Et c'est pourquoi nous nous sommes attelés très rapidement à travailler sur un certain nombre d'initiatives, de projets, des textes qui tendent évidemment à protéger les entreprises, services, établissements publics des saisies intempestives et barbares de leurs comptes, mais aussi nous avons travaillé sur un texte qui institue ce qu'on appelle en droit comparé la caution judiciaire, mais dans notre droit, c'est la consignation des frais.
le chef nous avait dicté de travailler sur ces 2 textes en urgence, lesquels ont été adoptés au dernier Conseil des ministres. Nous nous sommes également attelés à travailler avec les huissiers de justice pour mettre en place une commission mixte qui devait désormais toiletter le processus d'exécution des décisions de justice. Parce qu'il s'est avéré que malheureusement, la plupart des doléances, des jérémiades des justiciables relevaient plutôt des exécutions, des mauvaises exécutions des décisions de justice. Tantôt, puisqu'il s'agissait, ou il s'agit des jugements iniques, généralement assortis des clauses exécutoires sur minute, et donc c'est des clauses dolosives qui mettent en mal les entreprises publiques ainsi que les entreprises privées. Et donc il fallait arrêter ça, en complicité avec malheureusement certains juges véreux. Je ne dis pas que tous les juges sont véreux, certains magistrats véreux, certains avocats véreux, certains huissiers véreux. Et bref, il fallait arrêter tout de suite l'hémorragie. Nous sommes attelés à cela et je pense qu'avec ces mesures et ces réformes que nous venons d'amorcer et apporter dans les jours et semaines qui viennent, nous allons devoir stopper de manière drastique cette hémorragie des détournements, des délinquances économiques et financières. Nous nous sommes également attelés à travailler sur le parquet financier. Au 2e Conseil de ministres, le chef de l'État nous avait instruit de manière claire de réfléchir sur la mise en place du parquet économique et financier en vue de lutter efficacement contre la corruption et la délinquance économique et financière. Nous avons travaillé sur le texte que nous avons soumis à la commission permanente de réforme du droit congolais. Et donc le texte est quasi prêt. Et dans les jours qui viennent, nous allons devoir le transmettre à la commission des lois pour son adoption au Conseil des ministres avant de le transmettre au Parlement. Nous avons également travaillé sur l'assainissement du secteur de culte et association. Comme vous le savez, il y a eu une anarchie inédite dans les secteurs des cultes et associations. Quiconque s'est réveillé et se faisait appeler apôtre, voire pape. Donc même moi, je pouvais m'octroyer le titre de pape Constant Moutaba. Et donc, il fallait vite arrêter cela, où vous avez une floraison d'églisettes, ou mieux églises, sur chaque coin de rue. Et nous avons mis en place une commission, après plusieurs séances de travail avec tous les chefs religieux, nos prélats catholiques, les protestants. J'ai rencontré tous les responsables, le président des LCC et bien d'autres. Réveil, Kimbanguiste et autres. Nous nous sommes accordés qu'il fallait assainir. Et nous avons mis en place une commission qui a travaillé sur les mesures drastiques d'assainissement. Et le samedi dernier, nous avons clôturé les travaux et les mesures ont été rendues publiques. Entre autres, nous avons interdit, de commun accord, de trouver des églises dans un rayon de 500 mètres. Donc il faudrait créer une distanciation pour permettre aux enfants, à nos enfants, pour permettre à nos populations de pouvoir respirer pour ceux, par exemple, qui sont athées ou qui ne croient pas en ces églises-là. Nous avons également travaillé sur l'F92, le fameux folio 92, en fait, qui était une pratique barbare et illégale qui faisait échapper à la République démocratique du Congo des millions et des millions de dollars. Alors, qu'est-ce que nous avons fait sur cette question? De manière courageuse, nous avons supprimé cette affaire des F92 pour faire revenir tout le monde sur la légalité. Seule la personnalité juridique est reconnue dans notre droit. C'est la loi de 2001 sur les associations et établissements d'utilité publique. Mais alors, sur cette question, nous avions d'abord accordé 1 mois. Ensuite, nous venons de prolonger ce délai des 90 jours. Mais ceci nous a permis, en 3 semaines, de décupler les recettes du ministère de la Justice seulement dans ces secteurs des cultes et associations. La semaine prochaine, au mieux d'ici la fin de cette semaine, nous allons devoir, après conciliation de compte avec la DGRAD, publier les chiffres que la République a captés à partir de cette réforme courageuse. Et ceci étant,
nous avons décidé de signer des personnalités juridiques conformément à la loi. Et c'est ce que nous faisons maintenant. Et nous avons également instauré le système de permis d'exercice de culte. Tu ne peux plus te réveiller un bon matin, tu n'as pas fait la théologie, tu n'as aucun prérequis, et te faire appeler pasteur. Il y a eu beaucoup d'abus. J'ai reçu un appel divin. J'ai reçu un appel divin, comme vous l'avez dit. Voilà, j'ai reçu de la prophétie de Dieu, etc. Il y a eu beaucoup d'abus, beaucoup de couples se sont disloqués, beaucoup de foyers se sont altérés. Bref, il y a eu beaucoup de divisions sociales dues, entre autres, au phénomène Église où vous avez constaté vous-même des pasteurs s'insulter sur les réseaux sociaux. Des pasteurs, il y en a même un qui m'a pratiquement apostrophé et tout. Et donc ça doit cesser. Pourquoi? C'est des leaders d'opinion qui ont vocation à ramener la masse vers le haut. Et donc, de ce point de vue, nous avons dit désormais il faut le permis de culte. On va me dire non, il y a cette problématique qui est déjà réglée par la loi. Non, la loi ne règle pas la question du pasteur. La loi règle la question du représentant légal. C'est ce que dit la loi. Ce n'est pas le pasteur. Ce n'est pas l'officier des cultes. Et nous nous sommes dit qu'il faut désormais encadrer tout ceci. Les mesures d'application concernant la délivrance de permis de culte, d'exercice de culte, seront bientôt rendues publiques. Et ceci va aussi permettre, évidemment, de maximiser les recettes de l'État, d'encadrer et de rendre efficace l'action du gouvernement. Nous nous sommes également attelés à lutter contre la dépravation des mœurs. Évidemment, il y a eu de la confusion sur cette question, où j'ai vu des campagnes de certains médias contre notre modeste personne. Non, nous sommes une société bantoue. Nous sommes une société traditionnellement congolaise, africaine. Et il est hors question de transiger sur les questions des valeurs ancestrales. L'Europe et les Européens ont leur culture, les Congolais et les Africains, nous avons notre culture. Et de ce point de vue, il est inadmissible de voir la manière dont la dépravation des mœurs a été mise au devant de la scène. Il est anormal de voir qu'aujourd'hui, nos enfants aient pris l'habitude de faire l'apologie du sexe sur les réseaux sociaux, sur les télévisions, etc. Nous avons dit non. Que ce soit les hétéros, que ce soit les homosexuels, tous doivent faire leur pratique dans leur maison. Il est hors de question d'accepter que nos enfants puissent reproduire les antivaleurs à partir de la télé. Bon, malheureusement, ça a été mal interprété et je remercie les forces de l'ordre pour avoir évidemment travaillé avec professionnalisme sur cet état des choses. Donc il n'a jamais été question pour le ministre de la Justice de la République démocratique du Congo de pouvoir s'attaquer singulièrement aux homosexuels. Ça a été une campagne, une cabale montée de toutes pièces par les ennemis de notre peuple, les ennemis des Africains, les ennemis des Congolais. Et donc, c'est une opération qui a réussi et nous avons également à l'occasion lancé l'opération contre les nuisances sonores. Comme vous le savez, ce ne sont pas les textes qui nous manquent, mais c'est leur applicabilité ou application. Il y a des textes qui réglementent la problématique des nuisances sonores. On vous dit non. Il est anormal que nos enfants puissent étudier avec des bars à côté, qui mettent de la musique comme bon leur semble, avec des églises qui mettent de la musique comme bon leur semble. On ne dit pas question. Nous avons recouru et donc au texte qui répond à la question, qui protège les droits voisins, et nous avons donné des injonctions claires, aussi bien au procureur général près la Cour de cassation qu'aux autres services pour que ces lois soient d'application stricte. Ce qui a été fait, et c'est un processus en cours qui va s'étendre sur l'ensemble du pays. Et nous recevons les satisfecit, les applaudissements de la population, parce qu'il fallait du courage. Et donc, sur ce point-là, nous avons, comme vous le savez, réussi à tenter de moraliser en 3-4 semaines de notre gestion la société. Et nous avons
travaillé pour faire revenir la peur du gendarme. Parce que nous nous sommes aperçus que la problématique, le vrai problème du Congo, c'est les désordres et l'indiscipline. Nous sommes donc attelés, surtout sur le plan des détournements des deniers publics, à donner des injonctions claires, à ouvrir des enquêtes judiciaires claires, de sorte que les détourneurs de deniers publics, d'abord, désormais répondent de leurs actes, mais aussi et surtout aient peur de l'argent de l'État. Et pour ça, nous n'avons pas hésité, pour votre information, à pouvoir utiliser la police judiciaire de parquet, à recourir au parquet traditionnel, parce que au regard de la loi sur les juridictions de l'ordre judiciaire, le ministre de la Justice a le droit de donner injonction au procureur général après la Cour de cassation, ainsi qu'aux procureurs généraux. Et les parquets, les magistrats des parquets sont sous l'autorité du ministre de la Justice. Évidemment, il y a de petits débats à ce sujet et nous n'allons pas nous attarder dessus, mais nous avons mis en place un cadre de concertation pour qu'on ne crie pas à la violation de l'indépendance du pouvoir judiciaire. Nous avons également créé le sceau de l'État. Comme je vous l'avais dit, il manquait un sceau de la République, un sceau de l'État. Et nous nous sommes attelés à pouvoir créer un autre spécimen. Nous avons déjà d'ailleurs commencé à les livrer au niveau de différents services, au niveau national. Mais désormais, plus aucun service de l'État ne devra utiliser un sceau fabriqué à Gambela ou fabriqué à Zambie. Il revient au ministre de la Justice et garde des Sceaux de pouvoir mettre à la disposition de tous les services de l'État, à commencer par la présidente de la République, la primature, jusqu'au niveau des administrateurs du territoire. Chose qui se fait déjà. Nous allons devoir présenter officiellement cela au chef de l'État parce que la commande de sceau de l'État a été passée à l'étranger. Et peut-être qu'il faut penser à conclure cette partie introductive pour permettre aux journalistes de poser des questions et d'apporter des éléments de clarification. Je vous en prie, je vais chuter. Sur le plan de l'amélioration des conditions de vie des magistrats, nous nous y attelons. Nous sommes conscients que nos magistrats méritent de travailler dans des endroits, dans des infrastructures qui soient adéquates. Nos magistrats ont droit à une prise en charge médicale adéquate, etc. Nous avons déjà mis en place une commission qui travaille sur ça. J'ai personnellement saisi le président du Conseil supérieur de la magistrature et nous y travaillons. Nous avons également, nous sommes également attelés à moderniser les services de l'administration. D'abord, en bancarisant tous les frais de justice. La commission a fini son travail. Plus aucune caution, aucun cautionnement, aucune amende ne devra être payée en liquide. Nous voulons capter tous les frais de justice qui étaient jusqu'ici, qui échappaient jusqu'ici à l'État. Et pour ça, les banques vont devoir mettre des guichets avancés au niveau de chaque juridiction, de chaque parquet, de chaque police judiciaire. Nous avons également travaillé sur la numérisation. Comme vous le savez, il faut désormais que le président de la République, le ministre de la Justice, à partir de là où il se trouve, puisse voir quels sont les prisonniers qui sont entrés à Makala aujourd'hui. Parce que la difficulté que nous avons aujourd'hui, même avec les vieilles images qui ont été publiées, diffusées par TV5, c'est parce qu'il n'y a pas eu un système de numérisation de l'administration pénitentiaire et judiciaire. Et pour ça, nous avons travaillé également sur les désengorgements des prisons. Dès notre prise de fonction, nous avons visité de prisons et nous sommes effectivement rendus compte des conditions parfois difficiles dans lesquelles vivent certains prisonniers. Mais il faut avouer que sur le plan de la prise en charge, nos prisonniers mangent 2 à 3 fois par jour. C'est moi le ministre de la Justice. Je sais l'enveloppe qui est débloquée par la République. Monsieur le ministre, donc, je crois que sur ces sujets, il y aura des questions qui reviendront. J'attends. Et je pense aussi que dans le cadre de l'action que vous avez commencée, nous allons nous assurer que dans le cadre de cet exercice de redevabilité, que nous puissions voir, évidemment dans des conditions qui seront autorisées, de faire des tours dans quelques prisons pour nous assurer qu'il y a des efforts qui sont fournis pour améliorer les conditions carcérales. Et non, monsieur le ministre, si vous autorisez,
Nous allons... Je vais chuter. Allez-y, allez-y. Donc aujourd'hui, vous pouvez désormais entrer sur le site officiel du ministère de la Justice et Garde des Sceaux, où vous trouvez tout dedans. Ça n'a jamais existé. Tout a été numérisé. La question des certificats de nationalité. Savez-vous qu'avant, on délivrait nos certificats de nationalité aux étrangers? J'ai mis en place une nouvelle procédure de délivrance qui passe par la contre-vérification de la DGM et de l'ANER. Ceci nous a permis de dénicher autant de demandes de certificats de nationalité de la part des étrangers, s'il vous plaît. Et je pense qu'il y a eu une fuite d'ailleurs, la fuite d'une lettre de la DGM à ce propos. Donc pendant des années, nous nous sommes livrés à nous faire infiltrer nous-mêmes. Et j'ai arrêté ça. Nous avons également travaillé sur le front judiciaire national. Travailler pour voir dans quelle mesure accompagner les efforts de guerre de nos FARDC, les efforts diplomatiques du chef de l'État. Mais au niveau interne, comment? C'est évidemment en activant un certain nombre d'actions qui relèvent effectivement et juridiquement, légalement de notre pouvoir pour pouvoir faire reculer le Rwanda qui est notre principal agresseur. Faire reculer les traîtres de la République que vous connaissez et je pense que nous aurons l'occasion d'y revenir. Voilà, Merci. Monsieur le ministre de la Justice, il y a tellement à dire dans votre secteur. Les plus importants, ce que nous voulons dans le cadre de cet exercice de redevabilité qui nous a été recommandé plusieurs fois par le président de la République, nous assurer que les Congolais comprennent le sens d'abord de la vision, mais aussi les efforts qui sont consentis pour avoir un secteur de la justice assaini. Alors, on va commencer cette partie des questions avec M. Amédée Moirabou, qui sera suivi de M. Oscar Mbal. Avancez, s'il vous plaît, une question pour être sûr que nous en récoltons les maximums. S'il vous plaît. Merci pour la parole, Monsieur le Ministre. Monsieur le Ministre d'État, actualité oblige. Ce mercredi va démarrer un procès contre Corneille Nangaa, le chef rebelle du mouvement Alliance Fleuve Congo. Qu'en est-il exactement? C'est quoi le message que l'RDC veut passer? Monsieur le ministre. Merci beaucoup, Monsieur Amédée. Vous savez, nous ne voudrions pas préjuger du fond au risque de violer l'indépendance du pouvoir judiciaire. Le juge est indépendant. Il ne revient donc pas au ministre de la Justice de pouvoir s'immiscer des actions judiciaires. Mais tout ce que nous pouvons faire au regard de la loi, j'ai le pouvoir d'injonction sur les parquets, sur les auditeurs. Et à ce propos, évidemment, nous avons travaillé pour que l'instruction préjuridictionnelle s'accélère. Et à partir du moment où l'auditeur ou l'auditorat s'est débarrassé du dossier et a saisi la juridiction compétente, ça veut dire la cour militaire de la Gombe, qui a été choisie comme juridiction compétente, eh bien, nous attendons l'issue du procès. Et donc, ceux qui sont accusés devront répondre, présenter leurs moyens de défense. Ben, si le juge estime que ce pourquoi ils sont accusés, ça veut dire, j'ai lu ces crimes de guerre, trahison et autres, ben, ils vont répondre devant le juge. Voilà, merci de la clarté de la réponse. On va prendre la question de M. Oscar Mbala. Et puis ce sera à M. Eric Izami. Excellence, merci pour la parole. Je voudrais rebondir sur une question d'actualité. En début d'après-midi, la porte-parole du chef de l'État a lu une ordonnance portant révocation du coordonnateur du PDDRCS, M. l'abbé Jean Bosco Baala. Et un jour avant, Excellence, Monsieur le ministre des Médias, vous avez fait un tweet
selon lesquelles aucune personne n'a été mandatée pour engager une quelconque discussion à Kampala. Dites-nous qu'est-ce qui s'est passé exactement. Parce que dans les réseaux sociaux, nous voyons déjà une note d'émission signée par un membre du gouvernement, sa tutelle. Ça veut dire qu'il a voyagé officiellement. Nous voulons avoir de l'éclairage. Qu'est-ce qui s'est passé exactement à Kampala et avec ces rebondissements assortis d'une révocation? Peut-être une petite question au ministre de l'État de la Justice. C'est le deuxième volet de ma question. C'est une seule question avec deux volets. Vous parlez du désengorgement de prison parce que les CPRK, les centres pénitentiaires, par exemple de Makala, vous dites centre pénitentiaire et de rééducation. Il y a des prévenus qui sont condamnés à 20 ans de prison, à 15 ans de prison. Ils ont les soucis peut-être d'étudier, dans le cadre de la rééducation, faire un master, les doctorats, parce qu'ils ont 20 ans en prison. Vous n'entreprenez-vous, est-ce que vous n'entreprenez-vous pas de mettre à leur disposition des cours même à distance ou même des universités à l'intérieur, des professeurs viennent leur rendre visite et leur donner des cours sur place. Parce que c'est le volet rééducation. 20 ans sans étudier, voilà, sans rien faire. On se rééduque pas en faisant un master. Bon, encore que ça dépend au cas par cas. Alors, sur votre première question, les choses doivent être bien claires. Je pense que vous avez perçu, comme nous, l'agitation qui s'observe dans les groupes des terroristes. Une agitation et un empressement à penser pouvoir qui peuvent avoir l'occasion de se retrouver avec le gouvernement autour d'une table pour discuter de quoi que ce soit. Nous l'avons dit et redit ici, il est hors des questions d'envisager une quelconque forme de dialogue ou des négociations avec les terroristes que je m'abstiens de citer. Le cadre où les discussions peuvent se faire, c'est à Luanda. Avec le Rwanda, c'est le cadre qui a été choisi parce que vous avez suivi à la lumière de ce qui a été dit dans le rapport d'experts des Nations Unies que les terroristes, etc., n'existent pas ou ce ne sont que du supplétif. Donc, il est hors des questions d'envisager, et ça, c'est la position traditionnelle. Deuxièmement, même si alors, par l'absurde, nous disions que nous devions discuter avec eux, pensez-vous que c'est les coordonnateurs du PDD-RCS que le gouvernement aurait mandaté? J'ai cru lire, parce qu'il y a eu encore une fois, beaucoup de manipulations sur les sujets, en disant qu'il y a une délégation de haut niveau du gouvernement. De quel haut niveau parlons-nous là? Et vous avez suivi la réaction de lui-même, l'abbé Baala, qui a dit qu'il n'était pas là-bas pour la mission ou pour ce qui lui a été attribué. Quoi qu'il en soit, il y a eu ambiguïté dans notre opinion. Et dans le tweet que je fais hier, c'était pour casser toute forme, alors toute forme de manipulation, croyant que le gouvernement avait dépêché quelqu'un pour prendre langue avec les autres. Et donc ici, il y a évidemment une enquête qui a commencé pour en connaître les détails, mais visiblement, il semble que si s'avère que l'abbé Baala a eu une quelconque forme de discussion avec ces terroristes, nous le saurons, parce que lui-même, il doit venir s'expliquer sur ce qu'il en est exactement, pourquoi on les lui a attribués. Donc il peut s'y trouver qu'il a abusé de la confiance du vice-premier ministre et ministre de la Défense. Parce que les sujets que lui-même explique le cadre de sa mission étaient pour aller voir des LRA ou des enfants congolais enrôlés. Et donc il y a encore une partie de l'histoire qui doit être bien clarifiée, mais ici, je rappelle que nous, le seul cadre, c'est le cadre de Luanda. Et j'ai entendu dire ou lire quelque part que ça s'est fait sous les auspices du président Uhuru Kenyatta, ce qui est totalement faux. Le président Kenyatta échange régulièrement avec le président de la République, mais aussi avec les hauts représentants qui avaient, M. Serge Tshibangu, qui avait accompagné le président Uhuru durant toutes ces phases des discussions avec les groupes armés. Le président Uhuru se trouve à New York,
Alors comment pensez-vous qu'une telle initiative peut être possible? Et puis, il ne faut pas oublier que nous avons, nous, demandé des clarifications au gouvernement ougandais. Vous avez vu que ma collègue, la vice-ministre des Affaires étrangères, avait reçu les chargés d'affaires de l'Ouganda parce que pour nous, comme il était prévu, nous attendons des clarifications. Et dans les premières réponses qu'elle a données à notre collègue, c'est de dire, et ils ont même fait un tweet pour dire que l'Ouganda ne soutenait pas le M23. Mais pour nous, ce n'est pas encore suffisant. Nous devons être clairement édifiés sur tout ce qui a été dit dans le rapport des experts des Nations Unies. Ce n'est qu'en ce moment-là, parce qu'il y a des contacts entre les deux pays, qu'on pourrait envisager, pourquoi pas, de recevoir ici une délégation de l'Ouganda qui viendrait pour ceci ou pour cela. Donc ici, il faut que les choses soient bien claires. Pas des négociations, pas des dialogues avec des terroristes. Personne n'a été mandaté. Et tout ce qui a été dit sera tiré bien au clair parce que je constate aussi qu'il y a eu, comme d'habitude, beaucoup de manipulations dans les stricts objectifs de désorienter notre opinion. J'espère que j'ai été assez clair sur le sujet. Monsieur le ministre d'État, une réaction à la question qui vous avait posée. Merci, Monsieur le ministre de la Communication. Rapidement, avant de pouvoir répondre à votre question, je voudrais rappeler que dans l'affaire qui va demain opposer l'auditeur supérieur avec les groupes de Corneille Nangaa, il s'agit d'une procédure par défaut pour certains et contradictoire pour d'autres. Et il ne faudrait pas que l'on confonde. Notre code de procédure pénale, en ses articles 80, prévoit bel et bien cette procédure-là. C'est donc un peu l'équivalent du procès par contumace en droit comparé. Donc il ne faudrait pas que l'on confonde parce que j'ai lu quelques petites confusions dans ce sens. Donc nous avons des hauts magistrats, des grands juristes, des juges et des magistrats suffisamment compétents et outillés. Donc ce n'est pas anodin qu'ils vont ouvrir demain ces grands procès publics et historiques. Et je voudrais maintenant rapidement revenir sur votre question, désengorgement. Vous savez, je voudrais également rappeler que le gouvernement de la République, à travers notre modeste personne, et sur la base des instructions du chef de l'État, son Excellence Félix Tshisekedi, n'a pas attendu la publication d'une quelconque image pour pouvoir lancer le processus en cours de désengorgement de toutes les prisons. C'est donc à cet effet que nous attendons les conclusions de la Commission nationale et des sous-commissions que nous avons mises en place au niveau de toutes les prisons pour pouvoir envisager des mesures drastiques à prendre. Mais nous n'excluons pas, dans le cas de l'amélioration des conditions de vie des prisonniers, des détenus, la possibilité pour certains d'apprendre. Je vous informe déjà que la République démocratique du Congo a voté une nouvelle loi portant sur les régimes pénitentiaires. Et aujourd'hui, au niveau du secrétariat général de la justice, vous avez toute une direction qui s'occupe de la production pénitentiaire. J'ai été à Luzumu, je vous informe qu'aujourd'hui les prisonniers font des champs, les prisonniers font des activités agro-pastorales. Et c'est pour bientôt Kananga et dans d'autres provinces du pays. Donc les prisonniers sont suffisamment pris en charge pour pouvoir s'autonomiser et pour s'épanouir. Merci. Voilà, M. Eric Izami, s'il vous plaît. Et puis ce sera M. Alain Lino. Merci de la parole, Monsieur le ministre. Vous avez pris, d'abord, je commence par saluer votre courage, l'un et l'autre, et l'ensemble du gouvernement par rapport à tout ce que vous faites pour la République démocratique du Congo, mais particulièrement pour le ministre d'État, ministre en charge de la justice et garde des Sceaux. Il n'y a pas longtemps, vous aviez pris un certain nombre de mesures pour, par exemple, empêcher le déplacement de l'ancien ministre des Finances, Nicolas Kazadi-Manzouji. Mais finalement, il avait réussi à prendre son envol pour Paris. Et puis, nous avions appris, par ailleurs, qu'il est revenu sur Kinshasa hier. Ma question, c'est,
qu'est-ce qui va arriver par la suite? Parce que vous dites ici que vous devez désengorger. Nous avions appris par ailleurs qu'il y a des prisonniers qui avaient volé des poules qui se trouvent à Makala. Mais pour ceux qui sont accusés, parce qu'il y a encore la présomption d'avoir été des présumés auteurs de malversations financières qui vont au-delà de millions et tout ça, ils courent la rue parfois. C'est quoi la suite pour ces dossiers particulièrement? Alors, Monsieur Eric, je peux vous rassurer que le chef de l'État nous a donné mission de sévir. Et nous serons intransigeants, intraitables vis-à-vis de tous les détourneurs des deniers publics de l'État. Tout celui qui aura détourné un seul dollar des Congolais, sa place sera à la prison. Et nous réserverons des réponses implacables à cela. Et s'agissant du dossier auquel vous faites allusion, de l'ancien ministre des Finances, vous devriez simplement retenir que nul n'est au-dessus de la loi, mais en même temps, tous, même vous, en cas d'accusation, vous bénéficiez au regard de notre Constitution de la présomption d'innocence. Seul le juge, alors seuls les juges est habilité au regard de notre droit à pouvoir condamner quelqu'un pour un fait infractionnel. Et donc je ne voudrais pas ici m'immiscer dans une instruction en cours. Le seul rôle du ministre de la Justice au regard de notre loi, c'est de pouvoir donner injonction au procureur général de la cassation, aux procureurs généraux. Dès l'instant où l'instruction préjuridictionnelle est lancée, le ministre de la Justice est dessaisi. C'est la difficulté. Et de ce point de vue, je ne peux donc pas opiner sur la question. Cependant, nous avons mis en place un cadre de concertation avec le procureur général près la Cour de cassation pour suivre tous les cas liés au détournement de deniers publics de près. Et vous pouvez vous assurer que personne de cité n'échappera à la justice. Merci. Alors, si je peux me permettre un petit commentaire sur le sujet, parce que je vois que, d'abord, on n'a jamais autant lutté contre le détournement dans ces pays que maintenant. Je pense en même temps qu'on n'a jamais autant fait des pédagogies pour ce qui concerne les questions liées au détournement. La preuve, nous avons été entretenus aujourd'hui par le président de la Cour de comptes. Je ne sais pas si, avant 2-3 mois, vous aviez déjà vu un procès contre des comptables publics de la Cour de comptes. Je pense que vous le voyez. Je pense aussi que le travail qui est fait par l'inspecteur général de finances n'est regardé qu'en partie. Évidemment, il y a le volet de la publicité autour des quelques cas dont on parle, mais il faut regarder le travail qui a été abattu au sein des administrations. Avec le patrouille financière, il y a quelques mois, ici, à la télévision nationale, par exemple, une entreprise qui est sous ma tutelle, vous ne pouvez même pas dépenser un certain montant, 500 ou 1000 $, sans que les inspecteurs qui étaient là ne prennent des précautions de vérifier. Et ça, c'est dans toutes les entreprises publiques. Et donc, il y a lieu de remettre les choses dans leur contexte. Parce que c'est dont on parle, des détournements ou des scandales financiers, sont d'abord mis sur la place publique par des institutions qui ont été renforcées par le gouvernement et par le président de la République. Donc il faut considérer que dans tout ce qui est dit, encore que le ministre de la Justice l'a dit ici, lorsqu'il y a des cas qui sont révélés dans l'opinion, il appartient à la justice de venir déterminer les culpabilités. Mais cette tendance de voir comme une forme de récupération politicienne sur ces sujets me pousse à vous dire, comme professionnel des médias, il faut aussi refaire alors le tour de toutes les entreprises publiques et regarder comment ces entreprises sont dorénavant gérées. Et donc, faisons la part de choses, nous combattons les détournements avec toute notre énergie, mais il ne faudrait pas partir de 2 cas, 3 cas
pour généraliser, parce que la tendance est de dire « Ah, là-bas, il n'y a que des détournements ». C'est totalement faux, parce que si vous regardez dans les entreprises publiques, la relation avec l'argent public a changé. Et donc, il faut que cela soit bien clair. On va évoluer sur d'autres sujets avec Alain Lino Marcelo, et puis ce sera Serge Seka et Monsieur Michael Bakemba, s'il vous plaît. Bonsoir, merci. Alain Lino Mwamba pour Digital Congo. Félicitations, excellence pour votre nomination. Merci Alain. Une question pour vous. J'ai même lu un article de presse un peu qui dérange un peu, Constant Moutamba, le populiste. Alors, vous avez ici dressé les grandes lignes des missions qui sont assignées à votre mandat. Je vais peut-être parler de numérisation de l'administration de justice, mise en place des nouvelles mesures de délivrance de certificats, conditions de vie des magistrats, plus d'amendes en justice payées physiquement. On a comme l'impression que vous voulez tout arranger du coup, alors qu'il y a beaucoup de choses à faire. Et c'est un très grand chantier. Et beaucoup craignent que vous vous éparpillez un peu. On ne sait pas combien de temps a ce gouvernement sominois. Peut-être que le temps ne sera pas assez en votre faveur pour trouver des solutions. Parlons par exemple du désengorgement. Il faut peut-être construire des nouvelles prisons, en dehors de laisser partir des prisons les personnes qui atteignent presque le délai de leur sentence. S'il faut prendre quelques prisonniers, emmener à l'intérieur du pays, il faut moderniser les prisons, parce que même à l'intérieur du pays, les prisons sont pleines. Les moyens, est-ce que vous en avez? Est-ce qu'il ne vous faudrait pas peut-être viser les grandes priorités pour bien faire? Voilà. Merci Alain. Très rapidement, constant populiste, je dirais d'abord il faut des actions qui confortent la population. Nous sommes dirigeants, nous sommes gouvernants exécutifs pour agir en conformité avec les attentes de notre population. Si c'est en cela que vous qualifiez constant populiste, eh bien je le suis. Mais sur la question des résultats, je viens de vous annoncer que le chef nous a instruits sur des réformes courageuses. Et nous avons pris des textes courageux. Je pense que M. le ministre de la Communication a repris cela dans les comptes rendus du gouvernement. C'est un secret des polichinelles aujourd'hui. Donc d'ici la semaine prochaine, vous allez ressentir les effets de ces réformes courageuses. Je vous ai parlé de la numérisation, mais entrez sur le site du ministère de la Justice. C'est une réforme majeure. Mais je vous ai parlé du certificat de nationalité. Mais vérifiez. Allez à la DGM. C'est ça du populisme. Je vous ai parlé que la suppression du F92 a fait décupler les recettes au niveau du ministère de la Justice. Mais allez vérifier. Et donc, bref, c'est des mesures concrètes. Seulement, le chef de l'État ne nous a pas nommés pour des discours. Le chef de l'État et la première ministre attendent de nous, ministres, des actions. Et je suis dicté par la seule volonté d'agir. Et nous agissons au quotidien. Nous avons de l'énergie pour ça. Vous savez, au vu des défis qu'il y a actuellement, le pays a besoin des hommes et des femmes courageux et audacieux, d'action. Lorsque le chef de l'État me dicte une instruction, moi je ne dors pas. Vous savez, à 36 ans, le chef fait de vous ministre d'État, ministre de la Justice et garde-sceaux. C'est l'un des portefeuilles de souveraineté, parmi les 4. Tout ce que je peux retourner en retour au président Tshisekedi, c'est mon dévouement. S'il faudra veiller, réduire les heures de sommeil, je le ferai. C'est ma loyauté ferme et indéfectible. Je ne viens pas pour m'amuser. Parce qu'il pouvait faire autant à tous les autres. Je vous rappelle que depuis 60, je suis le plus jeune ministre de la Justice et garde-sceaux. Et donc, qu'est donné en retour? C'est mon engagement. Et les résultats sont palpables. Nous avons donné des bus aux agents de l'administration, allez poser la question. Nous avons doté la police judiciaire des véhicules d'opération. Ça a existé seulement à l'époque des Singaoudjou, mais c'est du concret. Donc en un mois, nous avons réformé systématiquement.
Et vous pouvez faire passer votre micro-baladeur au niveau du ministère de la Justice. On chante les chefs de l'État matin, midi, soir à cause des réformes que nous apportons. Aujourd'hui, tout le monde, tout gestionnaire a peur. Parce qu'on dit que, attention, Moutamba risque de nous humilier. Tout le monde qui conduit mal, attention Moutamba. On me colle même beaucoup de déclarations à cause de la rigueur que nous avons imprimée sur la base des instructions du chef de l'État. Merci. Voilà, on va prendre la question de M. Serge Tseka. Merci pour la parole, Monsieur le ministre de la Communication. Merci aussi au ministre de la Justice et garde des Sceaux. Je salue votre activisme et beaucoup d'énergie et je vous le souhaite en tout cas pendant votre mandat. J'ai noté que vous voulez aller en lutte contre les détournements et tout cela en instituant très prochainement de parquet financier. Mais maintenant, nous avons la Cour des comptes qui a aussi un parquet en son sein qui peine à commencer certaines affaires. Comment vous pouvez penser aller plus loin pendant que déjà avec la Cour des comptes, il y a quelques soucis en rapport avec quelques affaires en cours? Et juste une toute petite question. Améliorer la condition des magistrats, c'est bien, mais le personnel, toute la mécanique qui travaille pour que la justice soit rendue, pose problème aussi parce qu'il y a des cabinets de certaines cours sortants qui n'ont jamais été payés. Je pense ici à la Cour de cassation, le cabinet sortant, les membres ne sont pas payés, ils en souffrent. Et si vous pouvez aussi regarder dans ce sens-là, c'est aussi ça, améliorer la justice. Merci. Très rapidement, il y a une différence à établir entre Cour de compte, qui est un organe technique et administratif, à distinguer du parquet financier, qui est un organe judiciaire, répressif. Donc la Cour de compte ne peut pas envoyer quelqu'un à la prison. Donc c'est ça la différence. Alors que le parquet financier est dissuasif. Donc il instruit et il peut immédiatement envoyer en prison. Et pour ça, je vous informe que je viens de mettre en place une unité interservice de toutes les structures qui travaillent dans la lutte contre les blanchiments de capitaux et financement du terrorisme. Vous avez dedans, par exemple, la Cogebisco, que vous avez certainement entendu parler, la Sénaref, Colup et bien d'autres. Désormais, au regard de la nouvelle loi sur les blanchiments de capitaux, à son article 130, il est prévu désormais des confiscations sans condamnation. C'est pourquoi, même pour des dossiers déjà en cours d'instruction au niveau des parquets ou des juridictions, sachez que nous avons mis en place un autre mécanisme d'enquête parallèle contre les blanchiments de capitaux. Et donc, du coup, nous aurons désormais la possibilité, pendant qu'il y a instruction préjuridictionnelle devant le parquet, de pouvoir confisquer, saisir et confisquer. Donc voilà l'innovation que nous venons d'apporter. Désormais, vous allez voir des confiscations, saisies et confiscation des biens. Eh bien, si vous venez à être acquitté, on vous libère, on vous retourne vos biens. Pourquoi? Nous avons constaté que parfois on condamne des gens, on fait des procès et on reste avec des éléphants blancs. C'est le cas avec les maisons préfabriquées, où nous avons remarqué, moi-même j'ai visité ça à la cité Tchachi, où, oui, nous avons fait beaucoup de bruit. Je suis d'accord. Mais après, est-ce qu'on a finalisé les travaux? Devrions-nous continuer avec cette allure ou pousser les soi-disant détourneurs de deniers publics plutôt à finaliser les travaux? Je pense que le peuple, même le chef de l'État, attend plutôt de nous, justice, des réparations équitables. Et donc nous activons des mécanismes comme ça pour désormais pousser tous ceux qui sont arrêtés dans le cadre des détournements à pouvoir parachever les travaux pour lesquels la République avait décaissé des moyens. Voilà, on va prendre Michael Bakemba. S'il vous plaît, pas des répétitions des questions, évoluant sur le sujet. Merci, monsieur le ministre, pour la parole. Ma question s'adresse d'abord
au porte-parole du gouvernement. Fallon, vous pouvez avancer pour la prochaine question. Porte-parole du gouvernement. Monsieur le ministre, l'opinion voulait savoir comment expliquer, selon les informations de notre possession, les dollars américains dans les cités, les localités où Corneille Nangaa et ses complices occupent, le dollar américain s'échange à 2000 francs congolais, alors qu'ici, à la capitale, s'échange à 28 000 francs congolais. Là, c'est la question pour le ministre de la Communication et Médias. Une question également au ministre d'État, ministre de la Justice et garde des Sceaux, Maître Constant Moutamba. Depuis votre arrivée à la tête de ces ministères, vous avez entrepris beaucoup de réformes, beaucoup d'actions initiées pour la réforme, pour redresser le système judiciaire congolais. La proposition voudrait savoir que représente pour vous les pitbulls, les gros chiens méchants, heureux, que vous avez amenés lors de votre remise et reprise. Je crois que on pourrait s'exempter de répondre à cette question parce que nous voulons aller sur des questions essentielles. Peut-être que le ministre pourra faire un léger commentaire. Et je ne suis pas sûr d'avoir bien saisi la pertinence de votre première question, mais ici, il faut avoir des vraies références avant de se faire une opinion. Et donc, on va évoluer. Monsieur le ministre, vous voulez faire un petit commentaire sur... Bon. Bon, par rapport à l'image de chien, le chien, c'est la discipline. Les chiens, c'est la rigueur. C'est la sanction. Donc, c'était une image, je voulais faire passer. Il n'y aura plus de place pour les détourneurs de deniers publics. Il n'y aura plus de place pour l'anarchie. Donc, tout celui qui va s'amuser à détourner les deniers publics de l'État, aura le chien devant lui, ou face à lui. Merci. D'accord. Madame Fallon, et puis ce sera Madame Grace Ndabi. Et on va clôturer avec une question en Lingala. Merci, Monsieur le ministre, pour la parole. Monsieur le ministre de la Justice, j'ai deux questions à vous poser. La première, je vais rebondir à la question de mon confrère Alain Lino. Jusqu'où irez-vous avec ces communiqués ou décisions en cascade? Ça, c'est la première question. La deuxième question, une frange des étudiants des différentes promotions je disais, une frange des étudiants des différentes promotions de médecine allant de 2017 à 2018, j'en passe, cherche à intégrer l'ordre de médecins. Mais il se pose une condition, celle de passer au test. Or, selon l'ordonnance portant création de l'ordre de médecins, ces fameux textes n'existent pas. Alors, pour couper cette hémorragie, le futur médecin ont saisi le Conseil d'État, la Cour constitutionnelle. Il n'y a pas toujours eu de retombées positives. Alors, ils ont décidé de vous saisir personnellement. C'était le 18 juillet dernier. Où en êtes-vous avec ces dossiers? Merci, madame. Par rapport à la question principale, ce que nous devrions tous retenir, c'est que le ministre n'agit pas par voie de communiqué. Au regard de notre Constitution, le ministre agit par voie d'arrêté. Et par moment, il peut signer des circulaires et des instructions, selon le cas, pour organiser le service interne qui relève de son ministère. Les communiqués relèvent plutôt du service de communication du cabinet du ministre. Dans tous les communiqués que vous voyez là circuler, ce n'est pas le ministre. Puisque la diffusion des documents officiels est une infraction. On ne peut pas balancer sur les réseaux sociaux la signature du ministre d'un document officiel signé. C'est pourquoi, généralement, on résume une décision forte
que le ministre a prises, soit par voie d'arrêté, soit qu'il a signé une circulaire ou instruction, on rend ça public à travers le communiqué de la cellule de communication. Il n'y a donc pas floraison, comme je vous ai dit, il y a énormément de priorités au ministère de la Justice. Seule la justice élève une nation. Donc il y a énormément de priorités. Et nous continuerons à faire autant. Pour le dossier de médecins, nous sommes en train de travailler dessus, effectivement. Donc j'ai mis en place une commission. Quand je vous ai dit, le ministre n'est pas un omniscient, n'est pas non plus omnipotent. Le ministre s'assoit, se repose sur des experts. Et donc j'ai mis en place une équipe d'experts pour pouvoir travailler sur la question de nouveaux médecins issus des universités privées. Et je pense que de commun accord, nous allons devoir trouver une solution avec l'Ordre national des médecins. Merci. Voilà, alors on va prendre la question de Madame Grace Ndabi. Je vais demander à Onassis Mutombo d'avancer, à Benoît Niemba qui poseront la question en série. On va terminer avec la question en lingala de M. Fabrice. Allez-y. Monsieur le ministre, pour la question. Merci pour la parole. Les gros de mes questions ont été déjà posées. Mais Monsieur le ministre d'État, votre détermination, engagement, vu par certaines personnes comme de la fuite de la jeunesse, vous êtes engagé à guérir notre justice de sa maladie. Est-ce que vous serez déterminé jusqu'à la guérison de cette justice? Vous allez garder l'allure? Merci beaucoup, madame. Comme je vous ai dit, j'exécute les instructions. Je suis comme une mule. Le chef m'a confié la responsabilité de redresser l'appareil judiciaire. Donc, tant que je ne vais pas lui donner une justice à redresser, je ne dormirai pas. Et je vous informe que Patrice Emery Lumumba, que nous célébrons tous comme héros, est décédé à 36 ans, donc à mon âge. J'ai donc le choix entre sortir par ce ministère, sortir de ce ministère par la petite porte ou profiter de l'opportunité que le chef m'a donnée et entrer dans l'histoire et qu'un jour, l'histoire, les générations futures diront que voilà, nous avons connu un ministre de la Justice, comme aujourd'hui on parle de Singa Uju, de Kengo Adondo et bien d'autres. Voilà, on peut essayer de nous focaliser sur les questions qui concernent le travail du ministre. Monsieur Onassis Mutombo, allez-y s'il vous plaît. Merci Monsieur le ministre. Juste une question au ministre de la Justice. Certains artistes pensent qu'il est temps de supprimer la Commission nationale de censure des chansons. Quel est votre avis? Nous travaillons sur ça avec la collègue ministre de la Culture et Arts. Je pense qu'il serait prématuré d'aborder les choses sous cet angle-là. Après un état des lieux profond, nous nous ferons une idée de ce qu'il faudra réellement apporter comme thérapie au problème de la commission de censure. Merci. De toute évidence, il est prévu une concertation tripartite entre le ministre d'État, ministre de la Justice, le ministre de la Communication et de la ministre de la Culture qui interviennent dans les traitements de cette question sur la censure. Peut-être que les mots censure ne paraissent plus très adaptés pour certains. En tout cas, d'après ce que la ministre de la Culture m'a dit, nous allons continuer les réflexions et les moments venus, nous communiquerons à ces sujets. Mais rapidement, une question de M. Tfredici dans la salle. Monsieur le ministre, il y a 500, je la pose à sa place, il y a 500, vous dites que les églises ne peuvent pas être séparées de 500 mètres, mais quid de celles qui existent déjà et qui sont voisins, justement? Comment vous allez arbitrer ces cas de voisinage, si on peut se permettre? Ben, je crois que notre Dieu est un Dieu d'ordre. Et de ce point de vue, nous sommes pour la liberté de religion. C'est consacré dans nos lois, dans notre Constitution. Mais nous voulons simplement éviter l'anarchie. Voyez-vous qu'il y ait des églises qui
qui se suivent comme c'est le cas aujourd'hui, ça crée les désordres, ça crée l'anarchie. Et le cadre de concertation que nous avons mis en place avec les grands chefs religieux réfléchit sur les mesures d'application de cette mesure, de cette circulaire. Et ces mesures-là seront rendues publiques. Nous avons accordé un délai de 90 jours pour que les églises puissent se conformer. Et avant ces 90 jours, nous aurons déjà finalisé et nous rendrons publiques les modalités d'assainissement et de mise en application de cette grande mesure-là. Mais je crois qu'il y a un élément essentiel que tout le monde doit intégrer. Il y a un processus des réformes qui a été engagé, des décisions ont été prises, en tout cas la ligne a été tracée, mais c'est des choses qui ne se feront pas de manière automatique. Non. On vient, on impose. Tout de suite il y a ceci, tout de suite il y a cela, parce qu'il y a une situation antérieure, un contexte qui a conduit à tout ça. Ici, au-delà de ce qui sont pris, de ce qui sont annoncés comme mesures, il y a un cadre de concertation qui permette de définir un délai minimum. Nous étions avec la première ministre Judith Souminois à Goma, où plusieurs ONG humanitaires lui ont posé la question, c'est qu'ils adviendraient parce qu'on a supprimé les F92. Je crois qu'il y a un processus de concertation qui doit permettre aux uns aux autres de comprendre la volonté du gouvernement, de remettre de l'ordre dans ces secteurs. Et je pense, comme il a dit, Dieu est un Dieu d'ordre. Tous les hommes des dieux pourront souscrire à ces principes qui leur permettra d'ailleurs de bien exercer leur travail d'encadrement spirituel. Alors, M. Benoît Nimba, il me semble que votre question, il y a une réponse qui a déjà été donnée en liminaire sur les sceaux, justement. Non, Excellence. En fait, on est sur un projet de reportage sur l'existence de communautés LGBT à Kinshasa. Excellence, Monsieur le ministre, depuis votre dernière sortie où vous parlez de la communauté LGBT, certaines de ces communautés ont peur même d'évacuer à leurs occupations ordinaires. Alors, la question de savoir, aujourd'hui, si la police a arrêté un des membres de communauté LGBT à Kinshasa, ils seront traités comme qui? Un criminel ou comment? Parce que, c'est que je sache, la Constitution congolaise jusqu'à présent n'interdit pas et n'autorise pas non plus l'existence de cette communauté. Deuxième question, rapidement, Excellence. Aujourd'hui, si vous allez visiter quelqu'un à Makala, vous devez payer des sous moyennant le jeton et le sou. Est-ce que c'est légal? Merci. Monsieur le ministre. Ok, merci beaucoup. Je pense que j'ai répondu à votre question à l'entame de mes propos. Le gouvernement de la République, à travers le ministre de la Justice, ne s'attaque pas aux homosexuels. Je l'ai dit. Nous voulons assainir les mœurs. Nous voulons moraliser la vie publique. Je pense que cela nous concerne, nous, aujourd'hui, et même les générations futures. Ce que nous réprimons, c'est l'apologie de la dépravation des mœurs, des antivaleurs à caractère sexuel en général. Indistinctement. Ça n'est pas que les homosexuels, même les hétérosexuels. Il est anormal qu'aujourd'hui, nous retrouvions nos enfants, nos petites sœurs, nos petits frères, des jeunes, faire autant l'apologie du sexe sur les réseaux sociaux, sur les rues. Nous disons que si vous voulez recourir à des pratiques de cette nature qui dépravent les mœurs dans la société, il faut le faire dans vos maisons. Et sur cette question, les lois de la République sont claires. Il y a des infractions liées aux outrages aux bonnes mœurs. C'est le code pénal qui le dit. Donc nous ne sommes pas ici en train de parler de l'homosexualité ou quoi, non, pas du tout. Donc aucun homosexuel ou hétérosexuel ne sera arrêté sur la place publique simplement parce qu'il est. Parce que ça ne s'écrit pas sur le fond. Voilà.
Il n'y a pas de réponse plus claire. On va prendre la question à Lingala. Monsieur le ministre d'État, il y a une petite question que j'ai reçue sur le fonds Frivao qui ont été payés par l'Ouganda comme dommage intérêt à la République démocratique du Congo. Qu'est-ce qu'il en est aujourd'hui? Merci. Lorsque j'ai pris mes fonctions, j'ai procédé par une méthode simple. C'est faire auditer tous les services, tout ce que j'avais trouvé. Question de dresser un tableau réel de l'état des lieux, de ce que j'ai trouvé. Faire rapport à la hiérarchie afin d'envisager des mesures d'action. C'est ce qui a été fait dans beaucoup de secteurs, y compris dans les secteurs de l'indemnisation des victimes de la guerre de Kisangani, dont moi-même je suis victime. Donc la guerre de Kisangani, je l'ai vécue. Donc la date du 2 août 1998, moi je connais cette date-là par cœur. Donc nous avons décidé de geler tout mouvement débiteur dès notre prise de fonction. Cet argent jusqu'ici n'a pas été détourné tel que les gens le disent. C'est une désinformation que je dénonce et malheureusement de la part, selon ce que j'avais lu, entre guillemets, du ministre des Finances ougandais. C'est faux et archi faux. D'abord, l'Ouganda n'a jamais payé 3 tranches. C'est 2 tranches qui ont été jusqu'ici payées, pas 3 tranches. Et de ces 2 tranches déjà payées, ça ne représente pas le montant que le ministre ougandais, qui est dans une stratégie de distraction et d'intoxication, a voulu inoculer dans l'opinion. Nous allons recevoir le rapport, je pense probablement demain. L'IGF nous a fait part et les travaux vont reprendre. Les victimes de Kisangani seront indemnisées. Les travaux pour lesquels ces fonds ont été destinés seront réalisés. Alors, ici, il faut rappeler que l'Ouganda a été condamné par la Cour internationale de justice à des frais de réparation d'indemnisation de l'ordre de 365 millions de dollars, si mes souvenirs sont bons, payables en 5 annuités. Et les annuités sont dues à chaque mois de septembre. Donc, il y en a eu pour l'année dernière, 2023-2022. Voilà. Et donc, le prochain mois, c'est en septembre qu'ils paieront la 3e tranche et que tous ces fonds serviront strictement à réparer des dégâts causés par les victimes de ce qui s'est passé. D'ailleurs, Monsieur le ministre d'État, cette année, je pense que la cérémonie du Génocos, nous la ferons à Kisangani. Alors, on va prendre la dernière question en Lingala. Fabrice, Ozamana Souka Morolia Mingite, Mutuna Yamukuse, ministre au Etali Makambe Justice au Kolobango na Lingala, Ape Sabiyano, Bande Kobazola Nanana. Matondi Mingi Thomas Patrick Mouyaya, solo, moi mitune ali ebele, mais Tokozata mi balé pour na Ntoma Koangela Kamambia Bosembo Ekolo Congo démocratique qui solo Bosembo nde etombolaka Ekolo tomoni elenge Toma Constant Mutamba otelemi na bopikiliki pona Bosembo la penza Bosembo Ekolo Congo démocratique mais wana tomoni mwana mboka Gilles Alingeti o tukotanga kombo ya IGF na mosala dali kosala nkumu Ekolo Congo démocratique abeta kamaboko Zambie Cour des comptes à lobby yepe azala mwa bilinga kuna sengeli ayoka inanu soki pe mwa bilinga ezali baboki na makala yo yambi esango wana ndenge nini yami bale ezali masolo beti ya nanga esengeli basambisa nanga awa na ngombo mukonzi kisasa ata bokondane bwana makasi ya kosimba bokosimba ebe wapi nantoma Patrick Mouyaya oya koyangela kamambi ya bitando solo Ntoma koyangela mambia Bosembo lobi batu bako bebisa éducation ya bana na banzela ya bitando na banzela ya TikTok ya Facebook mbano nini oyo kozwa po na kopesa etumu na batu wana bako binaka obe mitakala na ba TikTok na ba Facebook
bana na biso to kotikelaka ba téléphone nyonso ba kotalaka yango ba ko pratiquer boko mona te ke boko bebisa société matondi mingi. Monsieur le ministre d'État Azo Yanola, ngana ko Yanola nasuka. Natondi obutondi ndeko. Mais likambo ya IGF na Cour de compte etali ministre de justice te. Cour de compte eza institution moko organe moko technique administratif indépendant ou corrélevé na Assemblée nationale et non na ministre de justice. C'est vrai que par rapport na yi a transmettre kango na biso ministre de justice. Donc etali biso te. Tokoki soki mokete biso ministre de justice ko banda ko kota na indépendance ya ba juge topé ko obstruer ba instruction préjuridictionnelle, topé juridictionnelle, to administrative, to technique te. On est ali musala na biso te. Na pona mutuna na yo sur monsieur Nanga ndenge na yamboela kibino lobby mercredi na prison ya Ndolo nde wapi procès public contre monsieur Corneille Nanga ezali kobanda. Mais biso ministre de justice to ali na makoki te ya koloba déjà que Nanga za condamné tete. On est à mosala ya juge biso nyonso pe tokozala wana ko assister pour être juge asala mosala na ye ndenge longo bami soki amoniete bandeko Corneille Nanga na ba complice na ye nyonso baza il faut bazala condamné ako condamné soki akomona ete basali mabe soki mokote esengeli batika bango kimia batika bango pona makoki ya kokanga bango wana yapi kaka juridiction biso tokoki ko intervenir kaka nde na niveau ya coopération judiciaire et wana yali diplomatie judiciaire nde eko jouer soki que lobby décision est rendue par exemple contre bango. Donc à ce stade ici il est hors de question ya kobanda ko préjuger sur eloko ekosalema après parce que procès bandi ekosuka lobby te. Donc instruction juridictionnelle ekobandande lobby et qui kozwa 1 mois, 2 mois, 2 ans et qui kozwa 10 ans. On est à libiso te. Merci. Voilà, otuni mutuna moko ezali motu ya mingi. Parce que biso nyonso tozotala ndenge ba réseaux sociaux ezomema ba dégâts ebele. Kasi awa na makambo etali éducation tope kokola ya bana na biso nyonso toza na responsabilité comme baboti. Yango soki botali pe bien na ba télévision tope na ba bouquet bomonaka ba programme mususu bakomaka -16 -12 ba misusu pe ba alaka na ba code o balobaka code parent po yebi ke soki na chaîne à partir à telle heure balakisaka biloko malamu te okoki ko verrouiller che code po mwana na razala na accepter. Kasi discussion za makasi mingi na bolandi oyo ministre Abosemba ota kolobawa même na ba dessin animé parfois eza na ba comportement oyo eza compatible na culture oyo ya bisote. Kasi na musala oyo ba acteur misa tuto mine baza important na kati. Ngai naza na responsabilité etali ngai parce que biso to gérera o dans le poto to bengaka contenant. C'est ça ndata ka o etali contenu topé oyo biloko yo ba média et la kisaka. Na ba dimension mususu ezape bino ba pandisango. To ba o bazara na ba TV. Na ba oyo parce que to komi pe na ba catégorie ya sika. Ya bato tozo benga ba influenceur. Bango pe baza na bato balandaka bango. Kasi biloko bango ba kabolaka. Na ba réseaux sociaux na bango ezalaka biloko ya ndenge nini. Biso na bino atozo bunda po bobi ke banguna na biso tous les jours ba fabrikaka ba fake news. Baza pe awa na ba pandisango mususu awa oyo basalelaka. Ba romona batindi ki information à manipulation
muto alekisi yango bokanisi eza information normale mais soki okei otali na nsima okomonaka eza lokuta nga moko naza victime nango oyo bakozwa olobaki boye na makambo ya Uganda olobi basala clarification mais bamisusu basali video bakomi basali na montage balobi ya ministre Muyaya adédouané makambo ya Uganda mpona koseme confusion na mito ya bakongolais yango rôle na bino eza crucial mpona kovérifier na badimension oyo etali yo ya biso mais mpona kotala responsabilité oyo ya bino biso mingi l'air tozokola tozalaka na OZRT tozalaka kaka na chaîne moko chaîne nationale kasi lelo bana na biso baza na basollicitation ebele na cadre ya mandat na biso oyo ya sika au président na premier ministre bapesi biso responsabilité tokokontinue mpe mosala ya salubrité médiatique mpe na ndeko na ngai Christian Bosemena Sesak tokotala na ye ndenge tokotravaille siko dimension oyo biso il faut to intégrer tokotravaille yango na ministre oyo atali makambo ya numérique poste et télécommunication parce que eza baquestion transversale eza ba Facebook TikTok il faut to solola na ba responsable nango bakambi nango po soki biso pe tomoni kelekisi tokoki pe kokata yango comme ça to protéger bana na biso donc oana nyonso pona biso c'est une urgence absolue ya ko travailler na ba responsable nyonso wana ba réseaux sociaux muto akosabino te na États-Unis na habité soki basi ba bannir bango pe bazaye ko prévoir ko bannir TikTok bomona peke na Europe mobimba bakanga Russia TV chaîne à ba Russie pe bakanga donc kasi mukolo biso to ko telema to lobi chaîne oyo tozo kanga yango botelemate bolobo violation à liberté d'expression toki nini parce que biso nde toza ba gardien ya ba valeur o ya biso nde pe toza ba gardien ya ba éducation o bana na biso ba kozwa na rosilisa na koloba bo bomoni na gouvernement oyo toza na ba mama mibale mineta ya EPST madame Raissa Malou aza ministre ya éducation na nouvelle citoyenneté toza pe na ministre ya jeunesse et éveil patriotique madame Noëlla Ayeganagato voilà j'ai bien dit les noms yepe azana composante ya éveil patriotique na éveil patriotique na nouvelle citoyenneté na communication tozo travailler ensemble pour na mikolo ezali koya toko salela kaka bino na bakano na bino poto loba citoyenneté eza nini éveil patriotique eza nini comportement nini biso tozozela na ba congolais pona kotala ndenge nini lobi biso nyonso to mema contribution pour Congo kende liboso donc kasi na wana na baboti na bapandisango na biso nyonso il faut to chama boko to s'assurer que to protéger bana na biso nde bongo to ko préparer à venir ya ekolo na biso mobimba. Je pense que la réponse a été claire. Monsieur le ministre d'État, ministre de la Justice, on a terminé cet exercice de redevabilité. Est-ce qu'il y a un petit mot que vous pouvez dire en guise de conclusion? Non, ça va. Si vous ne l'avez pas, tant mieux. Merci beaucoup à vous, messieurs et dames de la presse. J'ai vu qu'il y avait d'autres questions. Notamment, j'ai vu M. Eric qui avait des questions. Encore M. Martin Moudimbi. Nous aurons d'autres exercices de redevabilité, pas seulement avec le ministre d'État, ministre de la Justice, mais d'autres collègues viendront où nous aurons l'occasion de répondre à vos questions pour édifier ceux qui nous suivent à la maison. C'est pourquoi nous travaillons. Monsieur le ministre d'État, merci de votre participation et bonne soirée chez vous. Merci. On doit mettre sur le pied une créer dans un état de droit et une justice indépendante. Seigneur, nous sommes fatigués des voleurs. Nous sommes fatigués de ceux qui s'enrichissent. Nous sommes fatigués de ceux qui ne voient que leurs intérêts. Je m'engage à user de tout ce qui est en mon pouvoir pour que les erreurs du passé ne se reproduisent plus et pour que les actions nécessaires à l'avancement de notre pays soient promptement prises.